Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise pour vous faire découvrir le monde de l'art. Je souhaite vous présenter un artiste qui a à cœur de proposer une offre de produits conçue de façon éco-responsable. Bonjour Francisco. Bonjour Diane. Alors il y a peut-être un peu de bruit que vous entendrez autour de vous puisqu'on est au salon Art3F à la porte de Versailles là, en septembre. C'est le tout démarrage du salon, mais on sent que les gens arrivent et une certaine émulation. Et vont venir cet art contemporain. Alors, ma première question va être pour les auditeurs que tu puisses te présenter, dire un petit peu quel est ton parcours et ce qui t'a amené à être artiste. Eh bien, en fait, j'ai fait mes études dans la filière technique. Et donc, j'ai fait, avant d'être artiste, j'étais salarié dans le monde industriel. J'ai eu la chance d'avoir une société qui me permette de proposer un financement pour des formations et pour ceux qui voulaient faire des départs volontaires. Et comme je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose qui me correspondait plus, j'en ai profité. Donc j'ai profité pour faire des formations, pas mal de formations, parce que c'était quand même assez poussé et diplômante en plus, puisque je suis ébéniste, je suis tapissier d'ameublement, mosaïste, éco-recycleur aussi, et ferronnier d'art. Et toutes ces formations m'ont été payées par ma société, ce qui m'a permis en fait de savoir ce qui me plaisait, ce qui correspondait le plus à ce qui allait être inspirant. Qui allait être inspirant, voilà. Et donc à la fin, finalement, je me suis retrouvé avec ce qui me parlait le plus finalement, c'était l'acier, sûrement parce que mon père était soudeur. Et que je vis avec cette matière depuis tout petit. En fait, c'est la transmission générationnelle. C'est une sorte de transmission générationnelle. Et je me suis rendu compte, en fait, que dans cette matière, elle apportait des choses, et souvent qu'on ne pouvait pas soupçonner. On peut le voir dans mes œuvres, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est difficile, mais j'imagine que là, l'ensemble des auditeurs vont aller... se dire alors qui est Francisco Serrato, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ressemblent ses œuvres. On entend un petit accent qui n'est pas du tout un accent parisien. Dis-nous d'où tu viens. Eh bien, je viens de Provence, du sud de la France, donc j'habite à Port-de-Bouc, donc c'est entre Martigues, Saint-Mitre. Je suis en pleine campagne. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je suis aussi proche de la nature, puisque j'habite à la campagne et que, évidemment, c'est ça qui influence aussi ma partie écologie, en fait, ma partie verte, on va l'appeler ça comme ça, ma partie verte. Voilà. Alors, avant de parler de ta partie verte, déjà au niveau de tes œuvres, comment tu les décris, puisque là tu as parlé de l'acier, oui. On a vu, en tout cas tu l'as dit, tu as un touche-à-tout avec... Oui. Le bois et les différentes matières, mais une préférence vers cette matière-là de l'acier. Quel est le principe dans tes œuvres ? Mais en fait, je travaille avec une meuleuse principalement, ce qui fait qu'en fait, on va dire globalement que je fais de la gravure sur acier. Ma particularité, c'est celle de réfracter la lumière, c'est-à-dire que mes œuvres sont vivantes. Et j'aime dire en fait que mes œuvres, elles sont un peu comme les êtres humains, c'est-à-dire que elles sont parfaites dans leur concept et imparfaites dans la réalisation. Et donc, par contre, elles vont vivre, elles vont continuer à vivre, elles vont continuer à se modifier avec l'expérience en fonction de l'endroit où elles se trouvent et avec leurs défauts. J'aime bien faire ce rapport entre mes œuvres et les êtres humains, parce que quand on les regarde, mes œuvres, vous pouvez les voir avec une certaine luminosité. Donc quand vous allez le voir quand il fait un temps gris, eh bien, elle va avoir une certaine réfraction.
Ensuite, le temps va passer, vous allez éclairer une lumière, vous allez allumer la lumière à la maison, et là, il va se passer autre chose. Vous allez éteindre la maison, la lumière, vous allez regarder la télévision, ça, il y a tout qui va s'illuminer. Et en fait, je dirais que mes œuvres, elles sont comme les êtres humains parce que souvent, elles se dévoilent dans l'intimité. C'est-à-dire que vous pouvez les voir ici dans le salon, vous voyez les œuvres. Il y a beaucoup de lumière et en même temps, vous les trouvez belles, mais quand vous allez les amener à la maison, il va se passer quelque chose parce que dès que vous allez éteindre les lumières, par exemple, vous allez les voir comme vous ne les avez pas vues au salon, parce qu'au salon, il y a beaucoup de luminosité. Et donc, il y a tout qui va se passer, plein de choses qui vont se passer, parce que il va y avoir du mouvement dans le tableau. Quand vous allez bouger, quand vous allez vous asseoir, vous allez avoir un angle différent, quelque chose qui va se passer à chaque fois. Et voilà, donc en fait, c'est un peu comme les êtres humains, c'est-à-dire que les êtres humains, quand ils sont au travail, en pleine journée, ils ont une certaine... ils doivent travailler, ils font des choses, des activités. Et ensuite, une fois qu'ils rentrent à la maison, ils sont avec leurs enfants, avec leur famille. Ils sont plus cocooning, ils sont plus en relation personnelle, intime, voilà. Et c'est là que souvent les êtres humains aussi se dévoilent plus dans l'intimité, mes œuvres aussi. Et après, voilà, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose tout le temps, dans la journée, la nuit, quand il fait beau, quand il pleut, tout le temps. Voilà. C'est bon, un peu... voilà. Et après, pour les voir, il y a plusieurs manières. Vous pourrez aller sur le site. Donc, pour les auditeurs, ils pourront aller regarder sur le site. Ils pourront voir quelques vidéos que j'arrive à faire la nuit. Ils peuvent les voir aussi en vrai. En vrai, c'est encore tout autre chose. Et évidemment, bien sûr, en photo encore, puisque des fois, il me faut faire 10 photos pour avoir à peu près... voilà, c'est parce que c'est tellement... le rendu, voilà. Parce que c'est tellement... des heures. C'est ça. Et alors, il y a un message particulier que tu as envie de faire passer avec tes œuvres ? Alors, oui, si j'aurais un message à faire passer, ça serait plutôt du genre... alors, on rentre pas dans le côté écologique, mais plutôt dans le côté psychologique. Ça serait que souvent, on nous dit on ne doit pas juger les gens, par exemple. J'ai envie de dire ça pour mes œuvres. Il ne faut pas la juger à la première perception. Parce que même si vous les voyez, elles sont belles, comme ça. Encore une fois, c'est un peu comme les êtres humains. Il ne faut pas le juger comme ça, d'aspect tout de suite. Il faut aller le regarder autrement. Et mettez-vous dans un angle différent, vous le verrez différemment. Mettez-vous un peu plus bas, un éclairage différent, vous le verrez différemment. Si j'avais un message à faire passer, ce serait celui-là. C'est-à-dire que même pour les êtres humains, souvent on va voir une personne qui travaille, elle est absorbée par son travail, elle ne sourit pas souvent, elle rigole pas aux blagues, mais et peut-être dans sa vie, c'est un sportif, c'est un bout en train, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc on va le juger peut-être, tous les gens qui le connaissent à son travail vont le juger comme ça, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. Mais mes œuvres, elles sont un peu comme ça. Il ne faut pas le juger. Il faut, voilà. Si j'avais un message à faire passer, ce serait celui-là. Mais après la beauté, notamment dans l'art, est de toute façon subjective, que ce soit la beauté humaine ou la beauté artistique. Il y en a qui vont adorer. Et là, je suis passée dans les différentes allées. Il y a des choses qui me touchent moins. Il y a d'autres sur lesquelles je vais être plus sensible. J'avoue que tes grands... animaux et les autres, franchement... C'est vrai que ce qu'il y a de bien avec l'art, c'est ça, c'est que ça touche le fond de l'être humain. Et souvent, des fois, c'est le coup de cœur qui va enclencher la vente. C'est l'émotion. Là, on est en plein dans le marketing, c'est-à-dire on va toucher quelque chose qui va faire un déclenchement d'achat. Là, tu l'évoques, l'émotion. Mais tu n'avais pas pensé à ça, là. Tu es en train de... c'est vrai. Flûte, c'est aussi du marketing, ça. Oui, un peu. On fait souvent du marketing sans le savoir. C'est vrai. Alors, tu as parlé un petit peu d'écologie ou du green, etc. Souvent, quand on parle d'artistes engagés, on voit des artistes qui, au travers de leurs œuvres, vont faire passer un message autour de la déforestation, autour des océans, autour de tout ça.
Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces artistes-là, sur ces artistes qui se disent être engagés pour l'environnement, pour l'écologie, tout ça? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu te Oui, sens oui, proche d'eux? Tu te sens pas vraiment proche d'eux? C'est quoi? je ne sais pas, en fait. Je ne me suis pas vraiment posé la question. C'est parce que, voilà, effectivement, un artiste engagé pour moi, c'est quelqu'un qui se bat à travers son art pour, euh, pour contredire des décisions ou des actes qui vont à l'encontre de ce que l'artiste pense. Hein, cela dit, je pense pas être vraiment un artiste engagé. Dans mon cas, je travaille, on va dire, vers parce que je disais tout à l'heure, je vis à la campagne et je vis donc avec plein d'animaux autour de moi, des insectes, j'ai des oiseaux de partout, j'ai mes animaux. Du coup, tu déranges pas trop tes voisins parce que la meuleuse, c'est quand même bruyant. Voilà, Là, c'est ça, les c'est tout à animaux, fait ça. ils sont plutôt Et, sympas. le côté qui m'a amené à faire de l'écologie, c'est parce que je voudrais qu'on vive avec mes petits compagnons, qui étaient là bien avant nous d'ailleurs, soit dit en passant. Et ben, ils vivent bien, quoi, que je les empoisonne pas. Et, parce que moi aussi, je bois souvent l'eau du puits. C'est un puits, une source. Et donc, je veux pas qu'on la contamine. Et en même temps, voilà, tout ça fait que mon côté, je fais en sorte de travailler avec des produits non polluants et non toxiques. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment je suis pas vraiment engagé dans le sens où Tu vas militer pour où l'environnement. je vais militer, voilà, je vais pas. Mais tu le prends au cœur, en fait. C'est Exactement. ta fabrication même de ton produit, de tes œuvres. C'est ça. Tu vas réfléchir aux matières premières. Des fois, je vois des artistes qui vont, par exemple, utiliser la résine époxy pour faire briller leurs œuvres ou pour donner des effets. Il y a d'autres artistes qui vont utiliser l'aluminium ou le dibond, qu'ils appellent comme c'est la même chose. Et même des fois sans savoir que c'est une catastrophe écologique. C'est pas mon combat. C'est pas mon combat. Peut-être le combat d'autres. C'est pas ils font ce qu'ils veulent. Ça me dérange dans la mesure où on peut faire des choses sans avoir à utiliser ça. Voilà. Comme avant, on faisait les peintres. Avant, ils utilisaient de la peinture et ils peignaient. Ils avaient des plus grandes œuvres qu'on peut voir, par exemple, avec Cézanne. On peignait avec un pinceau, on peignait avec on faisait de très belles choses et ils polluaient pas plus que maintenant avec les nouveaux produits. On voit des statues, là, des grandes statues, on met 12 tonnes de peinture. Je vois pas l'intérêt. Ça apporte peut-être de la nouveauté au niveau visuel, mais quand on voit ce qu'on est capable de faire avec un matériel comme l'acier, un matériau comme l'acier avec lequel je travaille, des produits sans mettre aucune peinture et qui sont absolument... et on me dit que je suis innovant, alors qu'en fait... la matière elle-même l'est déjà depuis... C'est ça, je fais rien, je fais juste montrer ce qu'est capable de faire une matière, un peu comme un ébéniste, quand je faisais ma formation en travail, le bois en lui-même, elle était belle, le veinage est beau. Enfin, la matière parle par elle-même. On n'a pas besoin de rajouter. C'est dommage, par exemple, de rajouter sur de beaux bois de la peinture qu'on ne voit pas le veinage. Quand vous allez travailler du bois précieux. Mais pour l'acier, c'est un peu pareil. L'acier, alors, il n'a pas la noblesse de certains matériaux. Mais quand on voit le travail que j'arrive à en faire, la noblesse, elle sort par le travail, par mon travail que je lui donne. Et du coup, un peu comme un diamant c'est qu'une pierre à la base, et puis après elle se montre. Eh bien, mon travail, c'est pareil. Je ne suis pas vraiment un militant dans ce sens-là, c'est juste que je suis content de pouvoir montrer des œuvres aussi extraordinaires, et tout en travaillant avec mes petits amis qui restent avec moi, ouais, parce que selon l'exposition, par exemple, selon le temps qui fait la saison, je peux me retrouver avec plein de petites bestioles puisque j'utilise des produits pour fabriquer mon vernis, puisque j'ai appris à fabriquer mes vernis, mes teintes, mes peintures. Et par exemple, ma base, c'est de l'huile essentielle d'écorce d'orange.
Donc, par exemple, elle va me servir pour tout, c'est ma base. Ou après, je vais utiliser ou la gomme de damas ou la gomme arabique. Enfin bon, c'est de la sève d'arbre. Hein. Et donc, quand je vais les utiliser, non seulement ça sent bon, parce que je vais les mettre dans mon pistolet, non seulement ça sent bon, mais selon la saison, vous allez avoir tous les animaux, enfin tous les insectes mellifères qui sont de partout, de partout. C'est beau, oui, c'est beau. Donc, quelque part, ça me donne de la joie de faire. Le plaisir en travaillant. C'est ça. Et c'est pour ça que des fois, quand je dis. C'est ça, en créant. C'est pour ça que des fois, quand je pense à ces artistes qui parfois amènent on va dire, leurs œuvres, on va appeler ça comme ça, leurs œuvres à une station de peinture chez un sous-traitant, ils ne voient pas leurs œuvres. Ils la voient que quand c'est sorti. Voilà. C'est leur truc à eux. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de vivre avec ma matière, j'ai envie d'être avec elle, parce que l'acier, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai dans mon sang. Et c'est un ami. Et puis, j'ai envie de le faire partager aux gens. J'ai envie que quand une personne va acheter mon œuvre, elle soit avec cette œuvre, avec la noblesse de mon travail. Et la noblesse de ce qu'elle peut transmettre. Voilà. Et sachant qu'elle a été faite avec cet état d'esprit. Voilà. Et alors, cette matière première, l'acier, parce que là, tu as parlé des couleurs, comme quoi tu les crées, les teintes, etc. Là, il y a la réfraction de la lumière qui donne aussi des couleurs imaginables par rapport à l'acier, par rapport à la façon dont tu vas la chauffer ou la meuler, etc. L'acier en lui-même, tu le trouves où? Alors, ça dépend. Les grandes plaques, plus elles vont être grandes. Après, par chez moi, en Provence... je ne sais pas dans le reste des endroits, mais l'acier, vous ne le trouvez pas comme ça, hein, parce que l'acier, dès qu'il y a un bout de fer, il est vendu au ferrailleur. Non, les grandes plaques, je les trouve, je les achète. Je les achète chez un fournisseur. Quand j'ai besoin de faire vraiment quelque chose. Sinon, la plupart du temps, j'utilise toutes les chutes. Mais même quand j'achète, de toute manière, je ne perds rien. Hein, mais je peux utiliser n'importe quoi, puisque de toute manière, quoi qu'il arrive, je vais devoir enlever beaucoup de matière. Donc, une plaque rouillée, ça ne me gêne pas. Je peux prendre une plaque rouillée. Voilà, c'est pour ça que... il y a beaucoup de recyclage. Et puis l'acier, en plus, se recycle à l'infini. C'est-à-dire que j'ai aucun problème avec ça. Et si la plaque, elle est tordue, je vais faire avec, parce que ça fait partie du truc de l'artiste. Je ne vais pas essayer d'avoir une plaque droite. Alors, quand je l'achète, forcément, elle est droite. Mais quand je vais la récupérer, moi, ça ne me gêne pas. Elle est tordue, avoir une autre réfraction, un autre truc. Ça fait partie comme les êtres humains, quand ils sont tombés, ils peuvent avoir des cicatrices, des choses comme ça. Ça fait partie de l'artiste de montrer ces choses-là. Et moi, ça ne me gêne pas du tout. Je ne veux pas du truc parfait. Le truc parfait, c'est les machines qui font ça. Nous, on est des êtres humains. Et moi, quand je vais avoir quelqu'un devant moi, je vais parler à un autre être humain. Et je pense que les seules personnes qui sont capables de détecter la beauté dans l'imperfection, c'est l'être humain. Parce que la machine, elle, on va lui dire, on va appuyer sur les boutons, on va lui dire ça, si ça sort de cette norme, porte au rebut. L'être humain, non. L'être humain, lui, il va être capable de voir la beauté au travers de ses défauts. Et j'ai confiance en l'être humain. Et je pense que c'est pour ça que même si je prends une plaque rouillée, tant pis, je vais l'utiliser. Elle n'est pas aussi belle qu'une plaque quelconque. Mais je sais que je vais en faire quelque chose de beau et je sais qu'il y a une personne qui va l'aimer, plusieurs personnes peut-être qui vont aimer ce que je fais. Donc, je n'ai pas de souci avec ce... Et j'ai fait une formation d'éco-recycleur, c'est-à-dire qu'en plus, je peux utiliser n'importe quoi. Si ma plaque d'acier n'est pas assez grande, je vais utiliser un bout de bois, je vais utiliser une palette qui traîne par terre pour faire des trucs. En tant qu'artiste, il faut être capable de faire ça. Il faut être capable de donner, de rebondir, de faire d'utiliser ce qu'on a. Voilà, d'utiliser ce qu'on a. Puis même là, tu parlais des chutes. Moi, je l'ai vu là sur certaines de tes œuvres. Tu as des sortes de petites paillettes. C'est ça. Que du coup, tu projettes après. Exactement, c'est ça. Et qui s'accrochent. Et donc, ça amène encore une autre lumière. Tu as remarqué ça? Et bien, en fait, oui, effectivement, quand à chaque fois, par exemple, je fais du perçage ou je fais des trucs où il y a des copeaux, je jette rien. Encore une fois, c'est parce que quand on voit les copeaux, ça brille. Les copeaux, ils s'envolent et tout. Et donc, pour celui que tu as vu, j'en ai peint quelques-unes parce que après je les teinte parce que je prends toujours la même base et après je mets un peu des pigments pour donner des teintes.
Et donc, j'ai une épingle. Et c'est pour ça qu'on a des reflets. On peut avoir des reflets, mais extraordinaires. Toujours, encore une fois, en restant écologique et en utilisant ce qu'on a sous la main, sans avoir acheté des nouveaux produits. Ça, voilà. Ça, c'est. Je pense que voilà, on peut apporter quelque chose sans avoir forcément à mettre 12 tonnes de peinture ou sans avoir à acheter des produits qui polluent ou des choses qui vont pas à la. Enfin, je suis pas encore, c'est pas mon combat, mais je pense on peut montrer de belles choses, voilà, déjà, sans avoir à rajouter d'autres choses. Voilà. Ouais, ça, c'est le principe même du cycle de vie du produit. Dès la conception, en fait, on est dans la réflexion des matières premières. Oui, désolé, je ramène un peu aussi. Non, mais tu es au côté market. Tu as parlé d'une certification éco-responsable, c'est ça? Quels sont les engagements qui sont... Éco-recycleur. Éco-recycleur. Oui. Ça consiste en quoi? En fait, la certification éco-recycleur, ça veut dire que ça me permet à moi déjà de travailler, si je veux, dans une société de ressourcerie, par exemple. Ça me permet de reprendre, au lieu de jeter tous les meubles, parce que beaucoup de gens, des fois, jettent des meubles parce que voilà, le pied est cassé, il y a une rayure, ou alors ça plaît plus, c'est plus à la mode. Alors, ils veulent pas s'embêter, alors des fois, ils le jettent. Ou alors, quand souvent, alors moi, à l'époque, je faisais, puisque j'étais aussi, je fabriquais des meubles à l'époque, beaucoup de personnes enlevaient les meubles qu'ils avaient quand ils perdaient leurs parents. Donc, ils nettoyaient leur maison, ils avaient plein de meubles avec du bois, c'est souvent du chêne, du noyer, donc c'est des bois nobles. Et on boit ça, on les jette, et après, c'est perdu, ça va dans des bennes. Alors que c'est complètement fou. On a des meubles qui sont là, qui sont beaux avec du beau bois. C'est un peu comme l'acier. Il faut les prendre, il faut les poncer, il faut les nettoyer, il faut leur ressortir le veinage, et après les retravailler. Donc moi, quand je faisais éco-recycleur, c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire ils avaient une pâte cassée, des fois on les jetait, le meuble il était parfait, sauf qu'il avait la pâte qui ne tienait plus. Moi j'en fabrique en acier, alors du coup j'avais des... Et puis après en plus avec un bon bout de ponçage, c'est des bois qui tiennent longtemps. Ouais, ça rend bien, beaucoup de ponçage, des fois même une peinture en plus acrylique, puisque ça peut très bien aller avec n'importe... Mais pas inutile, pareil, encore une fois, inutile de mettre des... Parce qu'on vend, par exemple, même chez Leroy Merlin ou chez Brico Dépôt ou quoi que ce soit, des magasins de bricolage, ils vendent des bombes, même des tutos sur YouTube, je vois des bombes et tout. Mais on peut utiliser la broue de noix, on peut utiliser... Il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour teinter le bois, pour refaire ressortir le veinage, sans avoir à utiliser des produits. C'est ça, encore une fois... Pour revenir à des sources un peu naturelles. Plus naturelles. Et puis en plus, à la maison, c'est quand même plus agréable d'avoir des meubles qui ont été faits proprement, puisqu'il y a moins d'effets volatiles de ces produits. Comme moi, par exemple, quand je mets le vernis, par exemple, mon vernis à la grume, eh bien, pendant un certain temps, il est possible qu'on puisse avoir des effluves d'agrumes. Mais ça assainit l'atmosphère, l'essentiel d'écorce d'agrumes, ça détend en même temps. Ça détend, exactement, ça calme l'anxiété, etc. Donc, tu vois, en utilisant des produits, on fait plusieurs choses à la fois. Il faut juste... C'est pas compliqué, il faut juste prendre l'habitude, le faire petit à petit, et puis après, ça devient une routine, et plus ça devient une routine, plus ça devient facile. Et en réalité, là, quand on dit, ouais, on va chez un grand magasin de bricolage, on achète cette bombe, on le met, oui, c'est facile. Non, c'est facile sans être facile. C'est juste la routine, une fois qu'on l'a prise, après ça devient facile. Et en plus, tout prend son sens, parce que voilà. Ça, c'est en lien avec le changement des habitudes. Ah oui. En même temps, avec voilà, ce côté simplicité, facilité, mais peut-être aussi à tous les fabricants de peinture et autres à se rechallenger, à challenger leur offre, à voir les choses différemment pour revenir à des matériaux plus en accord avec les ressources de la planète aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Après, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Un peu tout ça. Est-ce que on ne sait jamais, tu mesures un peu l'impact que tu as sur l'environnement?
Ou est-ce que tu le ressens déjà quand tu crées, il y a les insectes qui arrivent, donc là, Ah oui, ça pourrait être une mesure. Tu cautionnes la biodiversité, on peut dire ça comme vrai. ça. Ouais. Non, j'arrive pas à mesurer. Je pense pas arriver à mesurer l'impact sur l'environnement. Je sais pas vraiment. Je pense que je suis tu dis pas. Tiens, j'ai récupéré tant de kilos d'acier qui auraient pu finir dans des décharges et je leur donne une deuxième vie. Non, parce que des fois, je mesure pas l'impact de cette manière. Enfin, je pense que je suis pas tout seul. Ne mesure pas, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement. C'est ça. Moi, quand je regarde une truc, je vais pas commencer à réfléchir à ça. En fait, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec ce que je trouve. Je me disais bien que de toute façon, c'était la question. Mais cela dit, parce que forcément, on est dans des réflexions. Oui, cela dit, par rapport à l'impact, je dirais que je pense toujours à ça, en fait. Parce que, en réalité, même si je vais penser à ma création, je vais penser aux insectes qui sont, aux biquettes. J'ai des biquettes à côté, des chevaux et tout ça. Bon. Je vais penser à tout ça, à l'eau que je vais boire. Donc, je pense tout le temps à l'impact environnemental. À ce que je vais faire. Mais en réalité, je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens comme moi qui pensent à leur bien-être chez eux. Ils mettent de plus en plus de produits. Ils essayent de plus en plus de produits comme le purin d'ortie, etc., pour leur jardin quand ils vont traiter, etc. Je ne suis pas tout seul et je pense que on commence à prendre, j'espère que ça commence à prendre et en même temps, parce que le truc c'est que moi je suis content si mes voisins qui sont assez loin là-bas, ils font attention à l'environnement, je sais que ça va assainir mon coin. Donc, outil de travail aussi. Mon outil de travail, notre planète qui est finalement notre maison, hein, puisque ça ne viendrait pas l'idée de polluer notre maison avec des produits. Bon, mais notre planète, je la vois comme ça, notre planète, c'est notre maison. Donc, il faut l'assainir, il faut essayer de faire des choses. Et mon côté mesure de l'impact, encore une fois, c'est un peu comme quand je vois selon la saison. Selon la saison, quand je vais mettre mon vernis, je me retrouve avec plein d'abeilles, je vais retrouver des papillons, des bourdons, il y en a partout. Bon, des fois, je me mets sur mes œuvres, mais c'est pas grave, ça fait le défaut, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de voir ça, voilà. Parce que s'ils sont là, c'est que je pollue pas, voilà. Sinon, ça serait pas le cas, voilà. Et j'ai de plus en plus de bêtes à la maison chez moi. C'est la maison du bon Dieu. Alors, et ça te va bien. Voilà. Alors, si j'aborde l'aspect un peu marketing et communication, alors c'est le but aussi de mon podcast, mais forcément, à partir du moment où tu crées et on voit à quel point tu es passionné, où tu as les yeux qui pétillent, le sourire qui est partagé, je suis sûre qu'il est communicatif, il s'entend, ça fait plaisir à entendre. Mais après, forcément, il va falloir chercher à les faire connaître auprès du grand public, auprès de futurs clients potentiels. Oui. Que ce soit des particuliers, des professionnels, ouais. Puisqu'au final, il y a aussi des entreprises qui peuvent avoir envie d'accrocher dans les murs de salles de réunion ou autres, hein, au-delà du salon. Quelles sont les approches marketing et communication auxquelles tu penses ? Il y a un point sur lequel je ne voulais pas, mais j'ai remarqué que c'était presque une obligation, c'est les réseaux sociaux. On ne peut pas... On peut pas y échapper. Je voulais pas au début. Et le côté digital en ce moment. Voilà. Alors il faut que je fasse avec. Cela dit, il y a des moyens quand même de contourner quand même le côté. J'essaye de le faire le plus, de diffuser le maximum d'informations, tout en essayant d'utiliser le moins d'énergie. C'est-à-dire pas la peine de mettre des photos, parce que des photos de grosse quantité ou des vidéos. Ou des vidéos à tire-larigot, alors que j'ai quand même beaucoup de vidéos des fois, mais j'essaye de les compresser et de les utiliser de manière raisonnable. Et d'ailleurs, je m'entoure de personnes. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. Anne qui travaille avec moi au sein du même réseau Finaxim et qui gère la partie business développement et en même temps market com. C'est ça, et elle s'occupe de moi, du coup, comme elle est très active dans le côté écologie, côté vert, elle est d'une aide précieuse pour le... Elle a les bons réflexes. Elle a les bons réflexes qui m'évitent, moi, donc de rester toujours, finalement, dans ce côté, un petit peu,
même si c'est pas un combat, même si c'est pas toujours rester dans ce côté, si on peut améliorer les choses, on n'est pas obligé de le faire comme on pourrait penser à le faire. Il existe, même dans le côté digital, qui n'est pas mon domaine, il existe des gens qui savent faire pour moins polluer, pour moins utiliser des ressources trop nocives. Et voilà. Il y a des gens qui savent faire ça, autant s'entourer de ces personnes parce qu'elles feront un plaisir d'améliorer. Et en plus, ça nous aide à communiquer. Et moi, c'est toute la complexité pour un artiste qui est complètement dans sa passion et dans son univers, de se dire à un moment donné, il va falloir faire savoir ce savoir-faire que tu as. Ouais, et ça, c'est pas facile. Et effectivement, chacun son métier, chacun son expertise. C'est ça. Et c'est l'une des difficultés, des grosses difficultés auxquelles je me suis confronté, c'est que je travaille la réfraction de la lumière. Donc, de par le fait, une photo, ça parle pas. Moi, il faut absolument montrer, par exemple, 10 photos ou montrer une petite vidéo pour voir les effets que ça peut avoir avec la lumière. Et il y a quelque chose qui ne peut pas remplacer les réseaux sociaux ou les photos ou les vidéos, quoi que ce soit. C'est les rencontres avec les gens. C'est important. Voilà, pardon. Mais c'est vrai que je m'émeus un peu. Ouais, parce que, encore une fois, je pense que ça m'embête quand on fait les œuvres avec des machines. Ça m'embête quand on fait des œuvres qu'on donne aux sous-traitants pour qu'ils peignent. Ça m'embête. Un artiste, il faut qu'il le fasse de ses mains, il faut qu'il touche. Après, ça engage que moi tout ce que je dis, mais c'est ta sensibilité là qui ressort. C'est ma sensibilité, et en même temps, voilà, quand je regarde les personnes qui sont devant mes œuvres et qui arrêtent pas de se dandiner et qui écarquillent les yeux, on peut pas mettre un prix sur ces personnes qui regardent et que quand on leur dit qu'il n'y a aucune peinture. Et qu'ils écarquillent les yeux en regardant, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça sans peinture? Parce que c'est juste qu'on leur a jamais montré qu'on pouvait faire ça. Déjà, là, j'ai fait une partie de mon travail de communication. Il suffit juste que les gens ils viennent au salon, ils viennent voir mes œuvres, et après on parle. Et ça, le réseau social, ça, c'est limite aussi. L'humain, non. L'humain, ça n'a pas de limite, parce que quand on parle de personne à personne, et puis en plus le voir en vrai. Ça, ce côté, on peut voir aussi mes œuvres, la noblesse, parce que l'acier, c'est pas un matériau froid, c'est pas un matériau lointain, c'est un matériau chaleureux, c'est un matériau qui apporte sa sensibilité et qui va toucher le cœur des gens. Et après, j'ai plus rien à faire, moi, en fait. Après, ça se passe entre la magie, la magie entre l'œuvre et voilà, ça se passe entre la magie entre l'œuvre et la personne. Moi, je suis qu'un intermédiaire et après, j'interviens plus. Et quand une fois que la personne, elle a acheté et adopté mon tableau, je suis content parce que quelque part, elle a pris une part de moi, mais aussi, elle s'est ouverte un peu par rapport à mes œuvres. Et donc, ce bout de matière qui était froid, rouillé, qui traînait quelque part, il a redonné quelque chose à quelqu'un. Et ça, c'est parfait. Voilà. Avec des émotions en plus. Voilà. En fait, c'est juste... c'est la magie de l'art, hein, complètement. C'est ça. On a la magie du créateur, la magie de l'art. Ça, c'est top. Est-ce que le mot marqueur, est-ce que ça t'inspire quand voilà, où je dis, on fait du marketing durable, puisque c'est le marqueur pour moi de la bonne santé des entreprises, et en même temps, il y a le heurt du cœur pour embarquer les gens plus loin. Alors, on est bien dans le thème, alors. Exactement. On est bien dans le thème. Moi, je pense qu'on devrait en faire plus souvent, parce que on parle pas assez plus on va en parler, et plus ça va devenir un réflexe. À fond, moi je suis à fond là. Voilà. Et en plus, on a le plaisir de se rencontrer, de discuter. Et je dirais que oui, c'est important de pouvoir expliquer aux personnes. Par exemple, là, c'est vrai que tu es sorti un peu de ta zone, on va dire, que les auditeurs, voilà. Et là, tu vas sur une zone les gens ne connaissent pas forcément, qui est l'acier, qui est le particulier ou l'artiste qui va travailler l'acier, et sur lequel on va pouvoir discuter en disant,
Voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire à l'extérieur. On peut le ramener en entreprise, etc., etc. On peut faire des allers-retours comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, plus on va avoir de personnes comme toi, plus on va en parler, plus on va avancer dans l'amélioration des gestes, en fait, des gestes que... Voilà. Donc ça te parle aussi. Ça me parle, et puis surtout que je pense qu'il faut qu'on continue à en parler. Voilà. C'est ça, c'est plus on en parle et plus ça va faire boule de neige ça et ça va boule de donner envie ce que je pense, aux gens d'être attentifs aux matières qu'ils utilisent, en même temps aux émotions à transmettre, à une utilité, à la durabilité aussi de ton œuvre, du produit. Le fait de penser écologie, par exemple, on ne pense pas très souvent à ça, à cette partie-là que je disais tout à l'heure, à mettre un vernis avec une huile d'essentiel de corps d'orange, ça assainit l'atmosphère et en même temps ça calme un peu l'anxiété, là, ça calme un peu. On met ça dans un bureau, ma foi, pourquoi pas. Et, tu vois, voilà, ça peut aider les personnes qui sont un peu, qui ont besoin de voir autre chose. Tu as beaucoup parlé d'éco-gestes que tu fais au quotidien de manière professionnelle. Et est-ce que tu as un éco-geste perso que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Alors, je dirais que déjà, si on pouvait éviter de jeter les mégots de cigarettes par terre, déjà, ça c'est pour les fumeurs. Voilà, moi je ne suis pas fumeur, mais c'est... Enfin. Et ensuite, l'éco-geste le plus intéressant qui serait pour moi, ce serait qu'on achète mes heures. Parce que du coup, on profiterait... C'est malin, c'est bien. Parce que comme ça, on profite... on achète une œuvre d'art et en même temps, on a fait un geste éco-responsable puisqu'ils ont acheté mon œuvre. Et en même temps, je continue à aller en fabriquer d'autres, d'en continuer avec les gestes éco-responsables. Donc, je dirais que c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Ah ben voilà, bon commerçant. Merci. Est-ce que tu penses à autre chose que tu aimerais partager? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses quand même déjà. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Après, j'invite les personnes à venir me rencontrer et aussi à venir, s'ils ne peuvent pas, je suis assez souvent, mais à regarder sur mon site internet, à regarder... et en balade en Provence, En balade en Provence, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant aussi, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais tu vois les couvertures qui sont là, par exemple. Je vois... Les couvertures de déménagement. C'est ça. C'est des trucs recyclés, c'est donc des couvertures recyclées. Et tu vois, je n'utilise pas de plastique, par exemple, c'est bête, mais c'est pour entourer les œuvres. Pour entourer les œuvres, parce que c'est encore une fois, quand je suis dans la démarche, je me dis, des œuvres qui sont travaillées dans un mode éco, et après je vais leur mettre tout un tas de plastique dedans pour les protéger. Voilà. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est d'être cohérent. Et là, tu vois, si j'en ramène au côté market, c'est l'emballage, le packaging, ou le surpackaging, le transport. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en plus, ils peuvent réutiliser donc pour leur coffre de voiture, ils peuvent le réutiliser parce que moi je vais l'emballer là-dedans. Ils peuvent le réutiliser pour leurs animaux, pour quoi que ce soit. Donc, encore une fois, c'est dans... il faut juste réfléchir. C'est dans la thématique du marketing durable et responsable. C'est bon marketeur. On est en plein dedans. Et est-ce que tu penses, c'est une question que je pose généralement à chacun de mes invités, est-ce que tu penses à un futur invité que je pourrais convier sur un futur épisode? Je pense à quelqu'un avec lequel que je pense qu'il pourrait être intéressant dans le discours. C'est Robert Calcagno. Il dirige le musée océanographique de Monaco. Comme j'ai fait récemment un salon à Monaco. Il y avait le musée océanographique et en plus je propose, je ne sais pas si tu les as vus, des poissons que je découpe, donc de manière écologique, je découpe en forme de poisson et en plus je leur fais le même style de réfraction de lumière. Donc c'est assez intéressant. Et je pense que le musée océanographique font beaucoup attention quand même à tout ce qui est l'écologie marine. Et parce que, alors, j'étais étonné de voir un reportage l'autre fois, tout ce qui se déverse parfois dans les îles, la marée les amène,
Et des fois, les oiseaux peuvent même plus pondre parce qu'il y a tellement de déchets dans les îles qu'ils ne peuvent plus pondre. Ils ont plus les endroits. Alors, c'est étonnant parce que ça a l'air de rien, mais encore, je disais tout à l'heure pour les mégots de cigarettes, mais si 1 milliard de personnes jettent un seul mégot de cigarette, on est envahi de mégots de cigarette, mais pareil pour un bout de plastique, un bouchon de bouteille, on le jette, c'est pas grave. Mais bon, si tout le monde, si des millions et des millions de personnes font ça, bon, voilà. Le fait est que l'impact il y est pour la biodiversité marine, mais aussi pour toutes les populations qui vivent de leur nourriture vient directement. Voilà, c'est tout à fait ça. océans. Donc, je pense que Robert Calcagno, il est bien adapté sur les podcasts que tu pourras faire parce que ils sont engagés dans la préservation de l'environnement et surtout l'environnement marin. Voilà. Bon, ça, c'est une bonne idée. Merci, Francisco, là-dessus. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Parce que là, forcément, on enregistre, mais c'est 3 jours d'exposition. À Porte de Versailles. Voilà, à la Porte de Versailles, ça va être un peu trop tard au moment de la diffusion de l'épisode. Donc là, sur cette fin d'année 2023, où est-ce qu'on te retrouve? On va pouvoir me retrouver en octobre et à Deauville, pour ceux qui habiteraient Deauville. Ou qui veulent prendre le train pour aller jusqu'à Deauville. Ou qui veulent, voilà, parce qu'en réalité, quand même, je fais quand même pas mal d'expositions. Et c'est vrai qu'à Deauville, j'y suis du 27 au 29 octobre. Et ensuite, c'est vrai que je suis encore à Paris. Par contre, ça peut être sympa pour tous les Parisiens qui vont nous écouter. Pour l'Expo for Art à la Halle des Blancs Manteaux. Ça serait du 15 décembre au 17 décembre. Donc voilà. à voir et à voir en direct parce qu'il y a besoin de les voir en vrai. Ah oui, et d'échanger avec toi. D'échanger avec moi, et bien ceux sûr. qui sont dans le sud, ils peuvent venir me voir à l'atelier. Ils m'appellent avant pour que je puisse sortir quelques heures parce que mon atelier n'est pas ouvert au public. Hein, il ne reçoit pas du public. J'ai pas cette autorisation. Cependant, ils peuvent m'appeler et ce sera avec beaucoup de plaisir que je les accueillerai pour qu'ils voient un peu mes œuvres. Et puis après, ils peuvent toujours aussi se tenir au courant parce que je tiens à jour régulièrement mon agenda. Donc, ils peuvent regarder. Et puis, si eux-mêmes, ils veulent, certains auditeurs qui ont des salles d'exposition ou qui veulent que j'expose chez eux pendant un certain temps, aucun problème, je peux le faire aussi. C'est possible aussi. Bon, voilà. C'est super. En tout cas, un grand merci. J'ai été ravie de faire ta connaissance, là, d'échanger, d'être... Merci. Attentive à cette sensibilité, à cette passion que tu transmets, cette volonté de bien faire aussi pour le monde qui nous entoure. Et en plus, je suis assez fan du rendu. Donc, merci, c'est gentil. Non, c'est vrai que je suis content d'avoir fait cette interview parce que ça m'a permis d'exprimer un peu mon ressenti et puis de partager aussi ce petit moment avec toi. Voilà, j'espère que les auditeurs apprécieront et viendront voir l'art. Exactement. Les réseaux sociaux, Instagram, ton profil, où on peut te voir en vrai. Voilà, c'est ça. Et c'est top. Un grand merci, Francisco. Merci à toi, c'est gentil. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite!